tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Ville de poterie et céramique, c'est tout naturellement qu'Aubagne accueille l'école de céramique de Provence. Différentes formations y sont dispensées. On va en parler avec notre invité Christophe Follenbach. Bonjour et bienvenue Christophe. Bonjour. Vous êtes potier de formation et responsable du pôle apprentissage et formateur dans cette belle école de céramique que nous allons évoquer ensemble tout à l'heure. Je vais vous présenter mes deux copines du jour, camarades. Marie-Blanche Cordoue, comment allez-vous? Très bien, bonjour Alexandra. Bon, toujours un plaisir de vous retrouver avec votre chronique littéraire du mercredi. Et quel type de sélection aujourd'hui? Alors j'ai reçu des livres qui sont en fait des recueils de lettres avec des thématiques différentes. Et puis je suis allée chercher dans la littérature des livres comme ça de correspondance qui ont marqué un peu l'histoire. Et ça fait du bien puisqu'on s'écrit de moins en moins en ce moment, Oui, avec tous les moyens modernes de textos, de SMS, de mails. Mais voilà, toujours cette correspondance épistolaire a quelque chose de très romanesque. Aurélie, comment allez-vous? Très bien. Bonjour. Petite visite avec vous du territoire une fois de plus et vous nous emmenez dans la forêt de cèdre, respirer le bon air. Du côté du Luberon, donc. Tout à fait. Très bien, mais avant de partir explorer cette belle forêt, je vous emmène moi du côté d'Aubagne avec notre invité Christophe Follenbach. Alors je le disais, Aubagne c'est une terre de potiers qui abrite donc cette belle école de céramique de Provence. Alors vous Christophe, on peut dire que la poterie, vous êtes tombé dedans tout jeune puisque vous êtes issu d'une vraie lignée de potiers provençaux. Est-ce que vous savez à qui ça remonte justement dans votre histoire familiale, cette passion pour la poterie? On est remonté à mon arrière-grand-père qui faisait de l'estampage à Moustier. C'est quoi de l'estampage? L'estampage, c'est une galette de terre qu'on pose sur un moule d'assiette très souvent, ou des plats, et on donne la forme assiette. D'accord. Et vous, c'était une évidence justement de vous lancer dans cette voie également? Oui, moi je suis originaire de Moustier, j'ai grandi dans ce village, j'ai été apprenti très jeune, à 14 ans. Ensuite, je suis allé faire l'école de céramique à Valoris, parce qu'à Aubagne, ça n'existait pas encore, l'école. Et ensuite, j'ai été salarié très vite à Moustier en tant que tourneur. D'accord. Alors, tourneur, ça consiste en quoi? C'est le fait de créer les poteries, justement, les céramiques? Oui, le tournage, c'est le façonnage d'une boule de terre qu'on dispose sur une girelle. Oui. La girelle comme le poisson. Et on donne la forme de la pièce avec les mains. Comme dans un célèbre film, cette célèbre séquence avec Patrick Swayze et Demi Moore, il s'agissait de... Mais Demi Moore, elle ne s'est pas tournée, il faut dire. Il lui manquait un bon professeur à l'époque. Vous auriez dû être consulté. À Aubagne. Absolument, elle aurait dû faire une petite formation du côté d'Aubagne. Alors, vous, Christophe, avant de parler justement des formations dispensées à Aubagne, quel type de création vous proposez? Est-ce que ce sont des créations plutôt contemporaines ou est-ce que vous représentez plutôt des objets du quotidien qui sont vraiment propres à la tradition provençale? Moi, je suis dans une gamme de l'art de la table, ce qu'on appelle, avec des couleurs assez vives. Oui. C'est la terre vernissée, typiquement de notre région, que ce soit à Marseille ou à Aubagne. Et d'ailleurs, je peux vous montrer, là, avec plaisir, montrez-nous. Très joli. Voilà, les pièces, elles sont estampillées, le potier marseillais, comme à l'ancienne. Donc, c'est pas signé dessus, c'est une estampille qui est mise avec un tampon. Mais montrez-nous, peut-être qu'on peut voir, c'est au dos des pièces. Montrez, approchez l'estampille. Le côté, la signature, justement, montrez-nous vraiment face à votre petite caméra sur l'ordinateur. Oui, petite caméra qui est là. Hop. Et voilà, on la voit bien. Ouais. Super. Et puis là, on voit bien la couleur de près. Donc, c'est joli, joli bleu. Oui. Vous choisissez des couleurs, justement, assez vives, assez gaies. Le turquoise. Et ensuite, il y a une gamme. Alors ça, c'est plutôt pour les touristes qui viennent visiter Marseille. Ah, qu'est-ce que vous faites pour les touristes? Dites-nous tout. Avec Notre-Dame de la Garde, avec écrit Marseille. Sympa. Très joli.
Quelle qualité cela requiert justement ce type de métier, potier? Est-ce qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de dextérité? Oui, je pense que c'est de la patience et surtout de la persévérance parce que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie et spécifiquement pour les tourneurs, ça demande énormément de gestes et de pratique. Et de Ce qu'il précision, faut j'imagine. savoir, c'est que pour être tourneur potier, il faut 5 ans et pour être tourneur professionnel de série, il faut quasiment 10 ans. Ah oui, d'accord. Et donc après, forcément, c'est à force d'expérience qu'on acquiert justement toutes les qualités propres à cette profession, j'imagine. Il faut pratiquer. Oui. Alors justement, pour celles et ceux qui auraient envie eh bien d'être potier, d'exercer la même profession que vous, donc on a évoqué cette école de céramique de Provence qui se situe à Aubagne. Quel type de formation proposez-vous ? Alors, on a 2 formations. Vous avez la formation continue qui se passe en 9 mois. Après, vous avez la formation pour les apprentis, c'est en 2 ans. Donc, d'autant plus en ce moment, on parle beaucoup d'apprentissage puisqu'il y a cette fameuse aide pour les entreprises d'un montant de 8 000 euros. D'accord. Donc, c'est assez intéressant pour les jeunes apprentis. À savoir que les apprentis, c'est de 15 ans jusqu'à 30 ans. Mhm. Ça peut aller jusqu'à 30 ans. Ouais. Et vous avez, dans cette formation, vous avez 3 CAP. Vous avez le CAP tournage, le CAP décoration et le CAP modèle et moule, ce qu'on appelle la fabrication des moules. Des moules qui serviront après à créer les pièces. Et décoration, j'imagine que c'est de la peinture sur pièce, c'est ça la décoration justement, c'est peindre les pièces une fois terminées? Nous, on n'aime pas trop la peinture, c'est plutôt des oxydes, des oxydes colorants. Où on va émailler sur cuit, on va émailler sur cru. D'accord. Qu'est-ce qui se fait en ce moment justement au niveau des tendances, puisque j'ai vu que vous proposez également beaucoup de formations, notamment perfectionnement céramique avec terre vernissée que vous avez évoqué pour vos créations tout à l'heure, modelage plâtre, modelage sculptural, perfectionnement tournage. Donc qu'est-ce qui séduit le plus en ce moment les élèves qui viennent vous voir ? Est-ce qu'il y a des tendances ? Oui, la tendance, c'est on a plus de personnes qui demandent à faire du tournage. Oui. Mais si vous voulez, nous, dans la formation, on essaie qui touche aux 3 CAP, si vous voulez. Après, ils ne passent qu'un CAP, bien sûr, à la fin des 9 mois. Mais ils vont faire de la décoration, ils vont faire, bien sûr, du tournage. Il y a des séances de fabrication de moules. Oui. Il y a aussi, dans l'emploi du temps, des ateliers découvertes. C'est là où on parle des engobes, de la terre vernissée. Il y a aussi une semaine, ça va être dans 15 jours, on va faire une semaine raku. C'est quoi le raku déjà ? Vous nous rappelez ce que c'est le raku comme technique ? Oui, je peux vous rappeler. Je ne suis pas un grand spécialiste du raku. Le raku, ça vient du Japon. C'est une cuisson où on sort les pièces très vite du four et elles vont être mises dans des cendres et de la paille. D'accord. Ça va donner l'oxydation des émaux assez intéressant. D'accord. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que potier, c'est un métier d'avenir ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent ? Est-ce que les jeunes qui sortent de vos formations trouvent facilement du travail ? Oui, surtout en apprentissage, parce qu'ils ont quand même l'expérience pendant 2 ans en entreprise, plus les 12 semaines ensemble de formation. Donc très souvent, ils restent salariés dans l'entreprise, où ils ont passé les 2 ans. Et après avoir eu cette expérience en général d'apprentissage et de salariat en entreprise, ça arrive aussi qu'ils s'installent et qu'ils ouvrent leur propre atelier, avec leurs propres pattes sur la gamme qu'ils vont proposer dans leur atelier. Et est-ce qu'il y a aussi pas mal de reconversions aujourd'hui dans ce secteur d'activité ? Est-ce que vous accueillez des personnes en reconversion professionnelle ?
Oui, complètement, oui. Surtout dans les formations continues, 9 mois, quand Ouais. ils ont le congé individuel de formation. D'accord. Donc on a différents profils, hein. Mhm. Et en C'est 9 mois, souvent des personnes. on sort, on est diplômé, on a un diplôme, on peut exercer. En 9 mois, on a appris à créer des poteries. Oui, en 9 mois, vous acquérez les bases, oui, du Oui. potier, oui, bien sûr. D'accord. Et vous disiez, les personnes qui se tournent vers ce type de formation, en général, ce sont dans quel type de profil? Ben, en général, c'est des personnes qui ont passé déjà quelques années dans des entreprises diverses, hein, souvent derrière des écrans d'ordinateur, puisqu'on est un peu cette génération. Nous. Mhm. Donc, ils reviennent à les métiers d'avant pour travailler de leurs mains. Voilà, c'est ça que les gens recherchent. C'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes. De reconversion, de formation, les formations de 9 mois. Marie-Blanche, Aurélie, est-ce que vous êtes justement friande de ce type de produit réalisé ici, les poteries? Est-ce que vous avez dans votre vaisselle justement ce genre de réalisation? Oui, j'en ai énormément parce que déjà de famille où j'ai gardé des tians provençaux, j'aime beaucoup ça, des tasses comme ça en céramique, un peu dans ce même style. Et je suis fascinée, moi, par le façonnage, la façon de tourner, je trouve, avec un doigt, changer le mouvement, la forme, Ouais. je trouve ça vraiment fantastique. Je Ils suis sont en très admiration habiles. devant ça. Aurélie? Et moi, je me demandais, est-ce que ça existe des ateliers sur une demi-journée ou une journée pour le Quidam? Christophe. Oui, on propose à l'école, c'est notre 2e année où on propose des modules. Ah, Donc, vous pouvez faire, c'est pas sur une après-midi, il faut venir, je crois que c'est des modules de 3 jours. d'accord, c'est Alors, sympa ça. l'avantage, c'est que vous pouvez très bien choisir un module pour faire de l'émail, émailler des pièces, un module décor ou un module tournage. Bon, écoutez Aurélie, je pense Sur qu'elle est 3 jours, intéressée. par contre, Sur c'est ça 3 jours, oui. D'accord. Sur 3 jours. Bon, on va se renseigner. J'ai pas entendu, pardon. On attend Aurélie, oui. Eh Bon. ben voilà, Aurélie, C'est parti alors. on va venir toutes les 3, voilà. On va venir toutes les 3 faire une petite formation de 3 jours. Avec Merci. moi. Merci Christophe. Le Non, mais je Christophe voulais finir sur... Je peux finir sur l'équipe de la céramique pour la présenter quand même. Rapidement, oui, rapidement. Oui, parce que... rapidement. Allez-y. Voilà, Isabelle Notte, qui est notre prof de déco et qui est la responsable des formations continues. Oui. Renaud Andréani, qui s'occupe de la technologie et des ateliers découvertes. Et Jean-Michel Serre, qui est le formateur des apprentis en module et moule. Merci Christophe, Voilà. l'école de céramique de Merci Provence. à vous. Vous restez avec nous, on va se tourner vers Marie-Blanche et sa sélection littéraire de la semaine avec justement cette chronique dédiée aux lettres, à la correspondance épistolaire. Oui, Marie-Blanche. écoutez, ça change un peu à l'heure de l'instantané avec C'est les vrai. SMS et tout. Alors donc, ça m'a fait plaisir de me replonger dans cette correspondance avec la délicatesse et puis les mots choisis qu'on peut trouver dans les lettres. Alors j'ai reçu donc des 2 livres d'auteurs de la région, Ma Grande de Noël de Elisabeth Fabre-Groeli aux éditions Nombre 7. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme, Jacques, qui a une vingtaine d'années, qui vient de perdre sa grand-mère. Donc, c'était le premier petit enfant de la famille. Il avait une affection particulière pour elle. Donc, il se rend au grenier et puis il va chercher les lettres, toutes les lettres qu'elle écrivait pour chaque Noël. D'accord. Elle se faisait passer pour le Père Noël, donc elle écrivait une lettre, elle le déposait sur le banc à l'extérieur du jardin. Les enfants devaient aller la chercher et puis il la lisait comme ça en famille devant tout le monde. Alors, dans cette lettre, il les relit des années après, parce que lui, à l'époque, enfant, ce qui l'intéressait, c'était les cadeaux, etc. Donc, il les relit avec un œil nouveau d'adulte et il se rend compte qu'il y avait beaucoup de messages subliminaux à l'encontre de la famille, des discussions. Elle réglait ses comptes, Un non? petit peu. Elle leur demandait de prendre des bonnes résolutions. Sous couvert d'être le Père Noël. d'accord. Voilà,
d'aller voir un peu plus la famille. Donc il relit ses lettres comme ça avec beaucoup d'amour et de tendresse, en même temps qu'il nous fait partager tous ses souvenirs. Donc c'est sur 24 chapitres pour 24 lettres, un peu comme le calendrier de l'Avent avant d'arriver voilà, à Noël. Donc c'est un très joli format, on lit ses lettres avec délice, une très jolie plume, et puis on découvre la vie de ce jeune homme, la vie de cette famille et l'évolution de tous ces personnages et de cette grand-mère aussi. Donc c'est aux éditions Nombre 7, Ma Grande de Noël, Elisabeth Fabre-Groeli. Voilà. Jolie idée, ouais, assez originale. Alors, dans un autre style, mais toujours sous forme de correspondance, une biographie. Ouais. Une biographie un peu extraordinaire. C'est celle de Minou Drouet. Alors, l'auteur, c'est Stéphane Sanchez. Le titre, Deux enfances, Minou Drouet et moi, aux éditions Favre. Stéphane Sanchez, vous vous souvenez, ce n'est pas la première fois que je vous le présente. Son nom me parle, effectivement. Voilà, c'est au moins le 3e livre que je vous présente. J'étais venue en octobre vous présenter Album de famille. Ouais. Voilà, et donc ça, c'est son dernier livre qui est sorti. Donc, dans lequel, en fait, il va nous raconter la vie de Minou Drouet, et je vais vous dire après de qui il s'agit, en lui envoyant des lettres. Voilà, il lui envoie des lettres, il s'adresse à elle tout le long du livre. C'est original comme formule, justement, tout à fait, de style. Hein. Donc, raconter une histoire de vie, une bio, mais sous la forme de lettres. Surtout qu'en même temps qu'il dévoile la bio, il se dévoile lui aussi. Ah ouais. Et ça, c'est très intéressant. Bel exercice. Donc, qui est Minou Drouet? Eh bien, dans les années 50, Minou Drouet est une petite fille de 9 ans qui est recueillie, donc adoptée, et qui va créer un recueil de poèmes, Arbre, mon ami, très célèbre, édité par une maison d'édition Julliard et qui va créer la polémique. Qui est cet enfant? Est-ce qu'elle a vraiment les capacités d'écrire un tel joli poème, dont beaucoup vont dire que c'est sa mère adoptive qui l'ont écrit? Ça va vraiment encenser les médias, jusqu'à Jean Cocteau qui va dire sévèrement « tous les enfants sont poètes, sauf Minou Drouet ». Voilà. Donc il y a vraiment cette polémique dans ces années 50, mais malgré tout, elle va écrire pendant une dizaine d'années, et puis après se recueillir et ne plus apparaître dans le monde de la littérature. Alors pourquoi cette histoire? Est-ce qu'on a su au final si elle avait vraiment écrit ou... Alors dans l'enquête, il y a une enquête qui est faite justement à découvrir dans le livre, hein, puisque l'auteur le fait. Donc lui, il a enquêté. Il a enquêté, un petit peu, tout quelque à part, fait. Réhabiliter Minou. Alors je ne le dis pas parce que c'est à vous de le découvrir dans ses lettres. Alors pourquoi il s'est intéressé à elle? 60 ans après, il découvre ce poème, ça lui parle, il découvre l'histoire et il a envie d'en savoir plus. Voilà. Et tout en découvrant l'enfance de cette jeune femme, sa vocation, ses plaisirs, son amour pour la poésie, lui, il se retrouve là-dedans parce qu'il aime aussi la littérature, parce qu'il découvre qu'il est un enfant, entre guillemets, différent puisqu'il va dévoiler son homosexualité. Et donc, il y a un lien qui se crée entre les deux personnes malgré cette énorme différence de génération. Voilà, donc, on lit ça avec bienveillance, avec tendresse, en même temps qu'on découvre cette histoire qui n'est pas forcément si connue que ça et puis qui date de 50 ans en arrière. Hein, donc, c'est intéressant d'aller voir ça. Portrait croisé au travers de cette correspondance fictive. Un portrait croisé de deux écrivains, d'une ancienne génération et de maintenant. Donc c'est aux éditions Fabre, et Stéphane Sanchez, on adore sa plume, hein, donc allez-y. Et surtout, vous pouvez vous la procurer à la librairie Le Blason à Aix-en-Provence où il travaille. Ah voilà. Tiens, comme ça on peut le rencontrer et échanger directement avec lui. Il est formidable. Parfait. Et donc, comme ce sujet m'a plu, je suis allée m'intéresser à la littérature justement classique et je suis allée chercher donc au 19e siècle quel est le livre qui aurait pu marquer ce siècle par rapport aux correspondances, et c'est bien sûr celui de Victor Hugo qui s'adressait à Juliette Drouet, sa fameuse maîtresse qu'il a eue pendant 50 ans et avec laquelle ils ont échangé tous les deux près de 20 000 lettres. Donc il y a ce merveilleux livre que vous voyez à l'écran hein, qui recueille toute cette correspondance et tout ce témoignage d'amour de ces deux personnages, puisque Juliette Drouet a arrêté sa carrière d'actrice pour lui et a vécu comme ça en confinement en attendant désespérément ses venues, ses visites. C'est un confinement avant l'heure. Voilà, on a ce mot en ce moment facilement dans la bouche. Et puis un peu plus près de nous, au XXe siècle, eh bien l'histoire d'amour de Albert Camus et Maria Cazares, les correspondances, où là ça a duré 15 ans puisque ça a été arrêté malheureusement à la mort d'Albert Camus, où
où 5 jours avant même qu'il ne meure, il lui avait envoyé une dernière lettre, où là on a une véritable passion entre ces deux auteurs, des déclarations d'amour, de la sensualité, en même temps qu'ils partageaient des avis de lecture, des chroniques de l'époque, on va dire, ou alors ils se donnaient leur avis sur les écrivains de l'époque. C'est très intéressant à lire et très beau à et puis très bien découvrir. écrit certainement. Et puis il faut savoir, pour enchaîner, que Camus est enterré dans le Luberon aussi. Voilà. Ah, bravo Marie-Blanche. transition. Ouais, elle est trop forte. Justement, le Luberon. Alors là aussi, il y a polémique. Luberon, Luberon. Je sais pas, vous avez la réponse Aurélie? Comment on prononce? Moi, je vais vous donner ma version canadienne. Non, ça sera Luberon. Luberon, allez, on est toutes canadiennes aujourd'hui. Donc on file dans le Luberon en compagnie d'Aurélie pour cette nouvelle balade. Donc vous avez choisi... À 1h30 à peu près de Ouais. Marseille, on a une randonnée très agréable, facile à faire en famille. Pour le côté principal, après les aventuriers, ils peuvent aller un petit peu plus loin explorer quand ils arriveront sur le plateau au point de vue. Mais j'ai trouvé ça très original quand j'ai entendu parler de cet endroit, de me dire mais comment ça se fait qu'en pleine garrigue, on ait cette forêt de cèdres. Alors, le Luberon, c'est vaste. Elle est où la forêt de cèdres? Vous partez d'où? Alors, c'est près de Opède. Opède-le-Vieux. Voilà. D'accord, très joli village. Voilà, oui, au oui, passage. en plus. Donc, on a la possibilité, Opède, Lacoste, on peut voir aussi de très, Ouais, très c'est beaux magnifique. villages. Ok. Mais moi, et j'ai pas vraiment la réponse, mais je me disais, mais comment, enfin, pourquoi, d'où ils viennent ces Mais cèdres? oui, puisque les cèdres, ce ne sont pas des arbres Du tout. typiquement méditerranéens, loin de là non. même. Hein. Et en fait, ce sont des locaux qui, au milieu du 19e siècle, ont décidé d'importer des graines de cèdre d'Algérie. D'accord. Ça nous vient de là. Ils étaient convaincus que ça pouvait prendre racine dans cet environnement-là. Et puis, Et ils ont eu agrémenter. Et ils ont eu tout à fait raison. Ça a pris un sacré temps, mais on a ce côté absolument phénoménal. Parce que c'est beau. Enfin, je ne sais pas si vous aimez. Je ne connais pas ce lieu, mais j'en ai entendu parler. Le cèdre, est ben là, on beau, c'est voit. majestueux. C'est vrai que c'est beau. Ouais. Ouais, et ça donne beaucoup d'ombre. Donc, à faire ça en été. Est-ce qu'il y a un circuit, un petit parcours Oui. qui est indiqué, un Oui, cheminement, c'est ou très, très on bien se perd fait. dans la forêt au gré de c'est ces très, balades? très, très bien fait, très bien balisé. Ouais. Alors, il y a plusieurs circuits. Si on choisit celui de 2 heures, eh bien, on va commencer à progresser à flanc de colline D'accord. pour arriver sur un plateau avec un panorama mais absolument grandiose. Je dirais pas 360, mais presque. Bah si, on tourne sur soi-même. C'est ça, ouais, ouais. Mais non, on a quand même la forêt derrière, mais bon, devant, ça ouvre grand. Ouais. Et on a une arche aussi qui a été sculptée dans la roche, et c'est là où je disais que les petits aventuriers, s'ils veulent descendre et puis crapahuter un peu, il y a de l'espace pour eux. Mais sinon, en famille, avec, je dirais pas les poussettes, mais en tout cas le porte-bébé, on peut le faire tout à fait, et c'est l'endroit qu'il faut pour Il pique-niquer. n'y a pas trop de dénivelé, ça Non, va. très peu. C'est très aéré. Je suppose qu'en été, c'est assez fréquenté. Donc, Puis il doit la faire bonne chaud en saison, été, c'est hein. maintenant. C'est peut-être pas idéal de marcher. Sur le plateau, mais dans la forêt, non. Ah, au contraire, ça garde il y a- la fraîcheur. Oui, c'est D'accord. vraiment très, très beau. Ouais. Et puis, il y a ce côté absolument majestueux de sous-bois, où presque on pourrait perdre la lumière du jour parce que les arbres sont très, très grands. Et puis, il y a eu des petites cabanes qui ont été construites sur les côtés pour les enfants au pied des arbres, comme ici. Est-ce qu'il y a des coins d'espace pique-nique qui ont été aménagés ou pas du tout? Ça reste assez sauvage. Non, alors, le sentier que moi j'ai pris, la randonnée que j'ai décidé de prendre sur 2 heures, c'est tu t'installes sur un rocher puis tu fais ton pique-nique. Mais si on prend un autre chemin qui va du côté de Ménherbe, de Lacoste, à partir du même endroit, c'est très bien indiqué, forêt de cèdre, il y a des aires de pique-nique. Et les familles, des fois, ne vont pas plus loin, restent par là et elles profitent du paysage. Vous connaissez Marie-Blanche? Non, je connais Lacoste. Ouais, Oui, très joli un village très aussi. joli village, hein, donc, mais je ne connais pas sinon. Pas la forêt. Et notre invité, Christophe, est-ce que vous êtes toujours là? Le Luberon, la forêt de cèdre, ça vous parle? Oui, je connais, oui. Enfin, je connais pas la forêt, non, mais j'ai skié sur le petit téléski en haut du Ventoux. Ah, c'est un petit peu plus loin, ça. Ouais, belle région. Et il y a des possibilités de marche qui sont vraiment longues, hein, puisqu'on parle de Opède, et dans cette forêt, on peut aller jusqu'à Lacoste. Vraiment, D'accord, si donc on là, veut il faut vraiment marcher. une petite trotte. Donc hein. on peut se faire un bon 4 heures si on veut. Si on a envie, tiens, un bon 4 heures, Un bon comme 4, 5 dirait Aurélie, allez, on se fait un bon 4 heures, un bon Ça 5 dépend heures. de 4 heures. hein. Ça dépend. Ouais. Ah, ça, c'est beau. les petites cabanes dont vous parliez Voilà. tout à l'heure. Alors c'est ça, pour les enfants, c'est un lieu de jeu privilégié. Ouais. Et puis, vous avez évoqué tous
les villages. C'est l'occasion vraiment, en se rendant là-bas, de faire une halte dans chaque village. Parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment très beau. Oui, les villages classés aussi. Ouais, c'est magnifique. Avec leurs petites histoires. Non, c'est vraiment très très beau. La rando est facile, elle est agréable, elle peut se faire en 2 heures, en 4 heures. Ou alors juste pour pique-niquer si on veut se mettre à proximité. Oui, comme vous disiez, commencer un petit peu à marcher et puis hop, faire une petite halte sous un cèdre, à l'abri du soleil s'il fait trop chaud, avec un bon livre de marée blanche, une petite correspondance épistolaire. Commencer à écrire ses propres lettres. Ah bah tiens, pourquoi pas. Ou écrire des lettres. Chers amis du Nord, et vous qui êtes confinés. Voilà, vous qui êtes confinés dans le gris, nous sommes au soleil. Nous une bouffée d'oxygène. C'est pas gentil, ça. Mais non, on va pas faire ça. Non. Bon, en tout cas, belle idée de balade, encore une fois, qui vous a ravi, il semblerait. Oui, j'ai vraiment aimé. Bon, très bien. Une petite idée de ce qu'on fera la semaine prochaine? Alors peut-être Marseille vert. Je vous amènerai sur les hauteurs. Les calanques marseillaises. Très bien. Massif, avant avec de belles grottes. C'est trop de monde. Il faut en profiter maintenant. Merci beaucoup Aurélie. Merci Marie-Blanche. Merci Christophe, le potier marseillais. Et merci. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Nous parlerons de Fratch, qui est une plateforme qui propose des produits 100% made in France. Voilà, ça change un peu des grandes plateformes de e-commerce avec des produits qui viennent souvent d'Asie. Les astuces de Catherine Fructus et puis les fêtes de Pâques approchent à grands pas. Et avec elles, bien évidemment, leur lot de gourmandises, chocolat, poules, œufs et autres lapins. Marianne Morizot nous parlera de tout ça et reviendra sur l'origine justement de cette fête. On vous embrasse, portez-vous bien et à demain, fidèle au rendez-vous. Ciao, ciao!